Internet n'a pas créé les difficultés, mais il les a amplifiées. Alors qu'il y a quelques années, on avait encore la possibilité d'oublier nos erreurs et d'espérer que d'autres oublient ces erreurs, ce n'est plus possible avec Internet. Par les capacités de stockage qui sont augmentées, par la capacité de diffusion. Alors oui, nous pensons dans la doctrine, dans le comité vie privée et droits de l'homme numérique de l'UIA et dans d'autres organismes, que le droit à l'oubli devrait être un droit de l'homme numérique, faire partie de ces 8 droits de l'homme numérique. Toutefois, force est de constater que ce droit à l'oubli n'est pas encore présent dans le droit positif. Vous avez peut-être entendu parler de l'arrêt Google, Google Spain. Ce n'est pas un droit à l'oubli que cet arrêt a consacré. Il a rappelé qu'il y avait un droit au déréférencement fondé sur la directive vie privée. Par l'écoulement du temps, un traitement qui pouvait être légitime ne l'était plus dans ce cas d'espèce. Il y a cette balance des intérêts qui doivent être faite, mais ce n'est pas une consécration d'un droit à l'oubli. Par contre, dans les négociations actuelles sur le règlement sur la protection des données, et qui va peut-être aboutir le 15 juin lors du conclave européen, un droit qu'on a appelé cette fois-ci à l'effacement pourrait se faire jour. Et on envisage également d'avoir un droit qui serait plus important pour les mineurs, puisqu'ils sont peut-être un peu plus inconséquents que les adultes. Alors oui, il est important que nous ayons ce droit à l'oubli. Ce n'est pas encore le cas, mais j'espère qu'il sera bientôt consacré comme droit de l'homme numérique. Avec Serge Winzo, qui est donc le président du tribunal de travail de Nivelles, nous avons essayé de faire le point des procédures électroniques ouvertes aux avocats actuellement. Alors malheureusement, du côté du pouvoir judiciaire, qui concentre évidemment l'essentiel du contentieux, on n'en est pas encore très loin. Il y a eu toute une série d'essais, de tentatives qui ont avorté. Il y a des difficultés à se coordonner, à trouver des standards communs. Mais ça avance tout doucement. Et par exemple, à la Cour du travail de Bruxelles et à la Cour d'appel de Bruxelles, maintenant, il y a des possibilités de déposer des conclusions par voie électronique. Alors du côté d'autres juridictions, là, il y a des espoirs. Côté Cour constitutionnelle, pas encore. C'est prévu par la loi, mais le budget n'est pas là. Par contre, au Conseil d'État, depuis le 1er février 2014, toutes les parties, avocats, fonctionnaires ou personnes privées, peuvent choisir une procédure électronique où elles vont déposer toutes leurs pièces directement sur un site sécurisé. Elles vont recevoir par ce site l'ensemble des autres pièces, de la correspondance, etc. Et cela permet un gain de temps certain pour les avocats, un gain d'efficacité. Cela débarrasse de l'obligation de faire toute une série de photocopies, par exemple. C'est certainement un grand progrès et c'est un exemple qui fonctionne bien. Il y a effectivement eu des modifications qui sont intervenues au niveau du cadre légal, mais elles ne viennent pas du législateur. Ce sont surtout les partenaires sociaux qui ont entendu régler spécifiquement certains problèmes qui se sont posés, essentiellement au niveau de la surveillance des travailleurs. Pour le reste, on a le cadre classique de protection de vie privée du travailleur et de la loi sur le contrat de travail qui continue de s'appliquer. Mais il est certain que ce n'est pas aisé à appliquer parce qu'il y a beaucoup de normes et qu'elles ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Donc il y a surtout un problème au niveau de la surveillance des communications électroniques des travailleurs, dans la mesure où on a toujours aujourd'hui une loi générale qui consacre le principe du secret des communications sans exception au monde du travailleur et au monde professionnel.